Culture Soccer. Bonjour tout le monde, je suis de retour, Adi Raphaël, aux commandes du podcast Culture Soccer. Je suis rejoint aujourd'hui par mon ami de toujours, Mathieu Lemay. Salut Mathieu, ça va bien aujourd'hui? Salut Adi, ça va très bien. Et toi, bonjour à tous et à toutes les auditeurs et auditrices qui nous écoutent. Oui, effectivement, on est très content je suis très content de faire une émission de Culture Soccer avec toi. Ça faisait assez longtemps en tout cas depuis MLS is Back, ça fait quand même plus un mois et quelques. Donc ça fait du bien de se retrouver ensemble pour parler un peu de MLS en général. Donc, ça va être assez intéressant. On a un programme assez chargé. On va parler un peu des résultats de cette semaine depuis le dernier podcast. On va aussi parler en même temps des transferts qui se sont déroulés parce qu'il y a eu quelques transferts assez importants dans les derniers jours. Et on va mettre un peu la table. On va vous parler un peu du classement en tant que tel. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Et c'est quoi la réalité de la MLS en date d'aujourd'hui? Parce qu'il y a des choses quand même très intéressantes. On sent qu'il y a une sorte de passage de flambeau, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, on peut dire ça, mais encore une fois, la MLS étant une ligue qui se signale par sa parité, le passage de flambeau, c'est quelque chose d'assez constant dans cette ligue. Ouais, oui, c'est vrai, c'est assez constant. Après, il y a des équipes qui restent quand même en haut du classement et ça change pas grand-chose. On va en parler en premier de ces équipes-là qui d'habitude sont au-dessus, sont bien au-dessus et on les voit encore comme cette équipe de Seattle qui s'est imposée, qui a en fait étrillé, mais vraiment étrillé LAFC vendredi. Une victoire de 3-0 pour les Sounders de Seattle qui ont eu un très mauvais tournoi de MLS is Back, mais là ils se reprennent et et vraiment comme il faut. Ils ont pas vraiment pris beaucoup de temps pour se remettre de cette déception du tournoi MLS is Back. Au contraire, ils ont pensé leurs blessures après la magnifique victoire qu'ils ont eue contre San Jose la semaine passée. Là, ils reviennent puis ils tapent LAFC qui est supposé être le favori et un peu l'équipe de tout le monde, mais non. Seattle prouve encore sa constance et son brio, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, c'est quelque chose où on pensait peut-être qu'avec certains départs, notamment en défense, durant l'entre-saison, après leur second titre, que Seattle allait peut-être régresser un petit peu, mais il y a quelque chose de stable dans cette formation-là depuis plusieurs années. Et encore une fois, je pense que la grande polyvalence de cette équipe leur permet de toujours être au sommet. Quoi qu'il arrive, tout part d'une très bonne organisation en haut, puis ça rejaillit ensuite sur le choix des joueurs et sur la formation de l'équipe. C'est encore le cas cette année. Et on a un entraîneur, Brian Schmetzer, qui sait comment les faire jouer ensemble. Alors, à un moment donné, qu'on le veuille ou non, cette équipe-là reste toujours... tu parlais d'équipes qui restaient en haut de la hiérarchie. Eh bien, Seattle, c'est pas par hasard s'ils y restent parce que ils sont forts à peu près dans presque toutes les positions. Et pour les battre, il faut savoir se montrer... comme on dit, il faut savoir montrer patte blanche. Et même LAFC, qui pourtant avait dominé la MLS depuis leur entrée, c'est plus compliqué pour eux. Qu'est-ce que tu veux? Je sais que tu as souvent souligné leurs problèmes en défense et visiblement, ça semble se confirmer depuis le retour de la MLS is Back. LAFC semble avoir toute la misère du monde à remporter des matchs. J'ai aucun doute qu'ils vont finir par se relancer, mais si on pouvait, de leur côté, au contraire, améliorer cette défensive, ça les aiderait grandement, je pense. Et je pense que c'est ça que Seattle leur a rappelé au cours de ce match. Oui, c'est vrai, j'ai souligné leur problème défensif, bien évidemment. Par contre, je m'attendais à ce qu'ils finissent quand même premier de l'Ouest. Et puis là, on se retrouve quand même, on va revenir au classement, mais qu'on se retrouve quand même assez loin du premier dans l'Ouest. Et en fait, on a un plus gros problème auquel je m'attendais pas à un problème aussi gros que ça. La perte de Walker Zimmerman en tant que général de la défense est en train de faire extrêmement mal. Je pense que Bob Bradley est en train d'avoir des cauchemars et d'avoir en gros plan la tête de Walker Zimmerman dans son esprit parce que ce n'est pas normal de se retrouver aussi mauvais en défense parce que c'est effectivement ça. Si tu regardes un peu le match de Seattle, c'est 3-0, oui, mais il y a 2 pénaltys.
deux pénaltys qui sont convertis par Nicolas Lodero. Et puis bon, à la fin, un but de Raúl Ruiz Díaz. Mais d'un autre côté, on voit que LAFC est en train de faire un peu de la place. Ils sont en train de faire de la place pour peut-être se renforcer. J'espère que ce sera des renforts plutôt défensifs, parce que c'est sûr, quand tu te retrouves en charnière centrale avec Eddie Segura qui est excellent, mais le deuxième, soit Dejan Jakovic, soit le petit jeune, enfin, il est plus très jeune là, mais le joueur de... J'essaie de me rappeler de son nom, Blackman, si je me rappelle bien, oui. Le joueur qui est drafté il y a peut-être 1 an ou 2, tu te retrouves avec un petit manquement en défense, et c'est effectivement ce qui se passe. Est-ce qu'ils ont fait de la place maintenant pour des renforts défensifs, ou encore une fois, ils vont nous surprendre et ramener un autre renfort offensif, ce que j'espère vraiment pas. Et quand on parle de renfort, de place qu'ils ont fait, la place qu'ils ont libérée, oui, LAFC a libéré de la place. Ils ont finalement transféré dernièrement Lee Nguyen qui est parti rejoindre le Révolution de la Nouvelle-Angleterre il y a quelques jours. C'est quand même un retour aux sources pour Lee Nguyen en Nouvelle-Angleterre, qui se retrouve là et qui a fait son premier match, qui a disputé son premier match hier, un match que New England jouait à domicile face à New York City FC. New York City FC qui est en pleine remontée, en fait. Ils sont en train de remonter les marches au fur et à mesure et continuer à faire des résultats. Un match que j'ai vu hier, et je peux te dire très franchement, très 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 ennuyant comme match, vraiment très 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 ennuyant, un 0-0, très très peu d'occasions très franches. On sent que les joueurs ont du mal, les organismes s'attirent. Il faut dire que New England a affiché une équipe remaniée. On sait que Carles Gil est blessé, par exemple. Peña était sur le banc, par exemple. On voyait un peu des seconds couteaux de la MLS qui étaient là, comme Teal Bunbury, comme Tommy McNamara qui était ici, ou les petits jeunes comme Tajan Buchanan qui était là. Mais bon, c'était un match assez simple. Mais Lee Nguyen, dont on parle, en fait, a disputé plus de 80 minutes dans ce match-là. Et il a été quand même assez affûté. On s'attendait à ce qu'il soit... Ça faisait longtemps qu'il n'avait pas joué à LAFC. Il n'avait plus trop sa place. Il a été assez affûté. Pas assez pour créer la différence, mais quand même un joueur quand même qui a une technique bien au-dessus de la moyenne, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, on peut dire ça, mais pour revenir sur le match Nouvelle-Angleterre-New York City, c'est vrai que le match avait un côté assez purge, pour prendre un terme consacré. Mais moi, je voulais souligner la performance du gardien Sean Johnson, qui a quand même fait 7 arrêts contre la Nouvelle-Angleterre. Quand un gardien fait 7 arrêts, ça veut dire que tes performances ont été quand même plus que bonnes, voire excellentes. Et en plus, un de ces arrêts décisifs, c'était en début de match, c'était à la 12e minute. Alors peut-être qu'on aurait eu un match différent s'il y avait eu un but à ce moment-là. Donc, parfois, le scénario n'est pas écrit d'avance. Puis je voulais, moi, souligner aussi, mais là, ça va te faire rire. Je voulais souligner la présence au sein de New York City FC d'un jeune homme, Joe Scally, qui va fêter bientôt son 18e anniversaire. C'est le plus jeune joueur à jouer un match dans l'histoire de New York City FC. Et pour ceux qui me connaissent, vous savez que je parle de football allemand. Scally devrait rejoindre la Bundesliga, mais en 2021, il y a eu une entente avec le Borussia Mönchengladbach pour que Scally puisse joindre les rangs de cette équipe d'ici 2 ans. C'est d'ailleurs une entente qui est intervenue l'an passé, imaginez-vous, en novembre 2019, ce qui renvoie à toute cette histoire qu'on entend parler sur les équipes, notamment en Europe, qui recherchent de plus en plus de jeunes joueurs et qui les recrutent de plus en plus tôt. La MLS semble ne pas échapper à ce phénomène. Alors, je voulais juste en profiter pour le souligner, mais ça m'a fait plaisir de voir. Moi, ça me fait toujours plaisir. J'en avais parlé avec Anthony la semaine dernière, de voir des jeunes comme ça sur le terrain. Contrairement à toutes ces histoires qu'on entend encore, je tiens à le dire, je l'ai encore entendu hier soir dans une émission de radio que la MLS était une ligue de retraités. On va sans doute y revenir parce que je fais référence ici à l'arrivée de Higuaín à Miami, bien sûr. Mais au contraire, la MLS se réunit. La MLS fait confiance à des jeunes joueurs, que ce soit via ses académies, via certains transferts aussi, même à l'étranger, et devient vite un endroit très attrayant pour des jeunes talents. Et c'est une des raisons qui font l'intérêt de cette ligue, même en dépit de la purge que représentait le match la Nouvelle-Angleterre et New York City FC.
Oui, effectivement, et tu fais bien de le dire parce qu'il y avait de très bons jeunes joueurs dans ce match-là hier. T'as parlé bien évidemment de Joe Scally qui est très bon, mais il y avait aussi les débuts, je pense, du tout jeune joueur Nicolas Acevedo, l'Uruguayen de 21 ans, qui a fait ses débuts aussi hier. Un très bon joueur en milieu relayeur, voire milieu défensif plutôt, qui a été quand même très bon. Enfin, il faisait ses débuts en tant que titulaire, en fait, dans ce match-là. Bref, c'était assez intéressant de voir ça. Et puis, il y a des jeunes talents. On a parlé du jeune Uruguayen, mais il y en a d'autres. Tejan Buchanan qui commence à prendre un peu du poids, le Canadien du côté du Revolution. Et on a vu des joueurs comme Valentin Castellanos. Oui, il est souvent titulaire, mais il a juste 21 ans, l'Argentin. Donc, faut faire attention quand on dit ligue de retraités. Oui, des fois, on va venir pour des coups de marketing, aller ramener des gros joueurs qui sont plutôt en fin de carrière. Même si pour moi, Higuaín, même s'il est un peu ralenti, si jamais il avait signé en Bundesliga dans un club comme le Werder Bremen, je pense qu'il serait pas malheureux, je pense, par exemple. Il a quand même 32 ans, il n'est pas 36 ans non plus. Donc, bref, je trouve que c'est un peu de mauvaise foi de dire que c'est une ligue de retraités, même si de temps en temps, il faut frapper un coup marketing, comme on le dit. Mais revenons à ce match-là. Donc, tu as parlé un peu des arrêts de Sean Johnson. Effectivement, il a fait 1 ou 2 arrêts qui auraient pu changer l'allure du match. Mais en tant que tel, c'était assez pauvre en occasion. Oui. On a vu par contre, par exemple, Mitrita du côté de New York City FC, c'était un peu difficile. On sentait qu'il était un peu en dedans. Est-ce que c'est l'accumulation de matchs que tu penses qui fait en sorte que le niveau est un peu coussi-coussa, Mathieu? Peut-être. Quoique du côté de New York City FC, tu as expliqué tout à l'heure que l'équipe se replaçait au classement tranquillement, mais on sent que l'équipe n'est pas encore rodée comme elle avait montré l'année dernière lorsque les choses étaient au beau fixe pour cette équipe-là. Hébert était partant. C'est une des rares fois qu'on voyait l'attaquant enfin comme titulaire. On n'avait pas eu l'occasion de le voir beaucoup. Il y avait Mackay Stevens qui jouait sur la droite au lieu d'Ismaël Tajori-Shredi, entre autres. Il y a encore et le fait que Scally jouait, en passant, il était latéral droit pour le match, juste pour le souligner, parce qu'à la place de Tinnerholm. Donc, l'entraîneur d'Elia essaie encore je dirais pas de trouver la recette gagnante, mais on voit qu'il expérimente encore un peu pour voir comment rendre son équipe peut-être plus efficace encore. Et je voulais juste souligner que de l'autre côté, pour la Nouvelle-Angleterre, il manquait quand même un joueur important, Carles Gill, qui n'était pas là, qui n'était même pas dans la formation, ni sur le banc, ni dans le 11 titulaire. Et ce joueur-là est important pour la Nouvelle-Angleterre et ça explique peut-être aussi, malgré qu'ils aient obtenu 7 tirs cadrés, la pauvreté de l'attaque, malgré le retour aussi de Lee Nguyen, comme on l'a souligné tout à l'heure. Ouais, mais Gill, il est blessé. Donc, il est blessé au tendon d'Achille. Donc, oui, effectivement, il manque beaucoup à cette équipe-là. Mais c'est un peu bizarre de voir une équipe autant régresser avec un seul joueur qui manque. C'est malheureusement le lot de New England. Je dis pas qu'ils ont fait un mauvais match parce que finalement, tu sais, c'est un match nul. Donc, c'est pas comme s'ils avaient perdu le match à domicile comme d'autres équipes. On va revenir là-dessus un peu plus tard. Mais on s'attendait à ce que New England, ce soit vraiment une des forces de la MLS. On va revenir sur le classement. On est loin de ça, en fait, du côté du Revolution de la Nouvelle-Angleterre. Bref, on verra ça. Mais on a parlé un peu plus tôt de Higuaín, de la Ligue de retraités, ainsi de suite. Ce serait l'occasion rêvée de parler du nouveau club de Gonzalo Higuaín, qui est l'Inter Miami, qui est parti s'imposer chez le très, très pauvre, mais vraiment très, très pauvre Atlanta United. Une victoire 2-1 de l'Inter Miami. Un résultat assez logique qui s'est disputé. Écoutez, les 3 premiers buts ont été marqués en l'espace de 12 minutes, les 12 premières minutes du match, puis après, ça a été le statu quo. Par contre, on a vu que l'Inter Miami a quand même beaucoup d'armes cette année pour peut-être se battre pour une place en play-off. Sans même Higuaín. Higuaín n'a pas joué encore, il n'était pas encore qualifié si vous voulez, mais il n'était pas encore prêt pour jouer pour l'Inter Miami. Puis peut-être que ça va prendre 1 ou 2 matchs de plus avant qu'il soit prêt. Il ne doit pas être en forme physique encore pour débuter les matchs. Mais est-ce que tu penses que cette équipe comme Inter Miami pourrait un peu, je ne vais pas dire
ouais, un peu causé la surprise. Je vais pas dire une grosse surprise, mais quand même une surprise pour une toute nouvelle équipe d'expansion pour aller quand même très très loin, un peu comme les Sounders lors de leur première année, par exemple. Ben, ça reste à voir parce que moi, quand je les regarde jouer, j'essaie encore de découvrir un peu l'identité que l'équipe cherche à mettre en place. Et le recrutement bling-bling, c'est pas ça qui nous donne cette indication. Et je dis pas ça pour être péjoratif contre les joueurs dont ils font l'acquisition. Je veux dire, Blaise Matuidi, c'est un excellent joueur. Et Gonzalo Higuaín, c'est un excellent attaquant, même si, dans certaines circonstances, il aura aussi donné quelques cauchemars dans les clubs par où il est passé. On lui reprochait parfois son manque de constance ou le fait parfois de se présenter ou non. Est-ce que ça va être le cas à Miami? Il faudra voir. On va aussi peut-être parler de la comparaison avec la carrière qu'a connue son frère en MLS, Federico Higuaín, qui a connu quand même, peut-être pas une carrière comme Gonzalo en termes de prestige, mais qui a quand même montré pas mal de choses en MLS et certainement plus de constance et d'engagement. Je dirais par rapport au caractère affiché. Maintenant, pour revenir à l'Inter Miami, ben, moi, c'est une équipe, comme je l'ai dit, que j'attends de voir. D'ailleurs, quand j'ai vu le match, j'ai rigolé un peu parce que dès qu'il y a eu l'ouverture du score à la deuxième minute, tu l'as dit, le match s'est vraiment décidé au tout début et en l'espace de 11-12 minutes. C'est Juan Agudelo qui a ouvert le score et quand j'ai vu ça, ça m'a fait sourire un peu parce qu'on a souvent reproché à Agudelo son manque de production et sa déception. La déception qu'il a représentée notamment avec son ancienne équipe, la Révolution. Et là, cette fois, c'est lui qui ouvre le pointage. Alors, et c'est en plus sur un jeu initié par Brek Shea que plusieurs consultants disent qu'il est peut-être je dirais pas au bout du rouleau, mais en tout cas, il se demande encore ce qu'il fait en MLS. Bon, il y a Antoine Latran, notre collègue, qui l'adore beaucoup, mais on se pose toujours des questions sur lui, etc., etc. Alors, donc, moi, comme je dis toujours, j'attends de voir. Et c'est pas forcément face à un adversaire comme Atlanta, dont j'ai affirmé la semaine dernière que c'est une équipe qui clairement a perdu, depuis qu'ils ont perdu trop d'éléments au sein de leur effectif qui leur avait permis d'aller chercher le titre, que ça allait être un peu plus difficile pour eux. Puis là, on voit à quel point, avec les mouvements de personnel en MLS, la façon dont les équipes veulent s'améliorer ou d'autres qui progressent dans leur plan, tu peux pas te permettre un trop grand écart. Et là, avec les nombreuses pertes qu'ils ont connues, Gressel qui est parti, étrangement aussi, ça m'a fait sourire un peu. González Pires, le défenseur qui était maintenant avec Miami en face pendant ce match, et bien entendu, le départ de Pity Martinez récemment, quoique lui n'a pas convaincu, mais le départ d'Almiron, la blessure à Joseph Martinez, à un moment donné, même la retraite de Michael Parkhurst en défense, tu peux pas remplacer ces joueurs-là comme ça en même pas un recrutement. Et à un moment donné aussi, peut-être que tu as fait des erreurs lorsque tu as changé d'entraîneur. On se souviendra que Franck Debourg n'a pas fait l'unanimité au sein de l'équipe. Et la direction, la façon qu'elle a recruté pour le satisfaire par rapport à l'idée de jeu que lui avait, ça n'a pas donné les résultats escomptés. Maintenant, Atlanta doit repartir de loin pour redevenir une équipe dominante. Et ça va demander un certain temps. Ils devraient être capables de revenir s'ils font les choses comme il faut, puis ils ont les moyens de le faire. Maintenant, parce que la situation de l'Inter Miami, alors certes, David Beckham, c'est lui qui a joué un rôle dans l'acquisition d'Higuaín, ça ne fait aucun doute. Mais malgré les moyens qu'on a mis, on sent que cette équipe-là a un parcours un peu comme le parcours qu'ils ont connu pour entrer en MLS. Hein. Ça a été fait d'obstacles, ils ont eu des problèmes administratifs, des problèmes avec le terrain, et cette saison, c'est un peu la même chose. Alors, il va falloir quand même être patient un peu, malgré l'arrivée de toutes ces stars au sein de l'équipe. Alors oui, il y a du talent, c'est certain, mais comment tout ça va jouer ensemble et ça va prendre forme et comment ils vont montrer cette cohésion à l'arrivée sur le terrain, moi, c'est ça que j'ai hâte de voir. Mais c'est une équipe, évidemment, qui ne pourra aller que vers le haut si on va dans la bonne direction et si toutes les pièces s'assemblent correctement. Alors, on verra pour la suite, mais c'est quand même encourageant de les voir obtenir quelques résultats positifs. Ça va peut-être les aider à tracer cette voie-là qui pourra les amener à être une bonne équipe dans l'Est et dans la MLS. Et qui sait, pour reprendre ce que tu as dit tantôt, ça va peut-être les aider à faire les séries de cette année. Puis ça sera au contraire une porte d'entrée pour aller vers de plus hauts sommets par la suite.
Ouais, effectivement. Et comme tu l'as dit, ça prend du temps. Ça prend du temps de vraiment s'affirmer, de créer des automatismes entre un collectif, c'est vrai. Mais quand tu vois un peu ce que l'Inter Miami est capable de faire, on a dit qu'ils sont encore en train de construire cette équipe. Mais quand même, tu regardes dans les 5 derniers matchs, 2 victoires, 2 matchs nuls, 1 défaite. C'est quand même pas mal pour une équipe d'expansion. Et je trouve qu'on est en train de vraiment voir une équipe se former. Et quand tu regardes un peu l'effectif, ben, il fait du sens, l'effectif. Tu as beaucoup de joueurs d'expérience en MLS avec, tu sais, González Pires, mais aussi Roman Torres qui est ici, Brekche qui est ici, Agudelo qui est là. C'est des joueurs qui sont là, qui ont fait plusieurs équipes en MLS et qui connaissent un peu la ligue. Robles dans les buts, Ben Sweat qui est là. Donc, c'est assez intéressant. De plus, il y a des jeunes joueurs qui sont prometteurs, comme Mathias Pellegrini ou même Dylan Nealis. Ou André Reyes en défense centrale, par exemple. Et tu as en plus les joueurs, un peu les stars qui amènent tout leur vécu et leur expérience, comme Higuaín Matuidi. Moi, j'aime bien un peu ce mix. Je dis Higuaín Matuidi, mais aussi il y a Rodolfo Pizarro, hein, on a tendance à l'oublier. Donc, je trouve que l'effectif fait beaucoup de sens. J'aime bien voir cet effectif-là. Après, il faut voir si, comme l'expression que tu aimes beaucoup utiliser, Mathieu, on va voir si la mayonnaise va prendre. On va voir si tous ces joueurs-là vont pouvoir vraiment créer un collectif qui est fluide et qui fait du sens et qui ramène des résultats. En tout cas, ils sont sur une très, très bonne voie. Une victoire à Atlanta et tu le vois, la progression, parce que il y a à peine 18 jours, Atlanta recevait encore Inter Miami, puis c'était un 0-0. Là, tu vois qu'hier, une victoire de 2-1, toujours au même endroit à Atlanta. Donc, bon, c'est assez difficile de parler d'une équipe juste sur 2 matchs, mais si je regarde un peu la progression, l'Inter Miami a très mal commencé sa saison avant que le Covid éclate, vu que les 3 premiers matchs, c'était 3 défaites pour l'Inter Miami. Mais après coup, il y a eu quand même un certain redressement. À MLS is back, ils ont perdu leurs 3 matchs. Mais depuis, on voit l'Inter Miami engranger les points. Une victoire face à leur rival Orlando, des matchs nuls, d'autres victoires, la victoire à Atlanta. Donc, bon, après, il faut voir combien de temps ça va durer. Est-ce que c'est vraiment un feu de paille ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui va se construire sur la durée? On ne le sait pas. Du côté d'Atlanta, il y a beaucoup de choses qu'il faut changer. On en a parlé, je pense, à maintes reprises. Les joueurs, ils sont juste, il y a juste plus de qualité. On a parlé du départ. Vous avez parlé toi-même avec Anthony la semaine passée du départ de Gonzalo Pires qui est parti. González Pires, pardon, qui est parti, lui, en Arabie Saoudite. Non, c'est Pati Martinez qui est parti. Voyons. Ouais, c'est pas ce qui se passe aujourd'hui. Mais oui, Piti Martinez, comme on le dit. González Pires, c'est le défenseur à l'Inter Miami. Avec à Miami, puis je l'ai dit tantôt. mais je voulais juste faire une petite parenthèse, puis tu pourras poursuivre. Il faut pas oublier que Miami, avant cette victoire contre Atlanta, avait perdu la semaine précédente contre Orlando. Donc, on voit que ça prend forme, mais il part encore des ratés ici et là. Ils n'ont pas encore gagné 2 matchs de suite. Orlando, c'est quand même une très, très bonne équipe. Oui, c'est normal, tu perds 2-1, c'est pas non plus la fin du monde. Oui, non, je suis d'accord, mais ce que je voulais dire, c'est que l'équipe se construit encore. C'est tout ce que je voulais dire. Je ne voulais pas parler en termes négatifs. C'est juste ça. Alors que, ça aussi, je voulais le souligner, la semaine précédente, Atlanta s'était incliné 4-2, mais contre Nashville, qui est une autre équipe d'expansion. Donc, je faisais le lien pour montrer à quel point Atlanta, c'est 3 défaites de suite et les choses vont très, 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 très mal. Et que quand ça fait 2 semaines de suite que des équipes d'expansion te battent en plus, ça, c'est vraiment pas bon signe pour cette équipe-là. Et alors, le chemin va être long pour revenir une équipe dominante dans l'Est, je pense. Oui, effectivement. Ça va être très long pour Atlanta. En tout cas, il va falloir faire de gros changements. On peut déjà, je pense, comme on dit en bon québécois, scraper cette saison, oublier la saison 2020 parce qu'il faudra vraiment se remettre un peu et recommencer un peu à zéro, comme tu l'as dit, pour Atlanta l'année prochaine. En tout cas, on verra. Il y a quelques joueurs qui pourraient encore être bons pour le futur d'Atlanta. Je pense à Miles Robinson, par exemple, ou bien Brad Guzan ou le jeune George Bello. Il y a quelques petits talents qui seraient bien.
après, le gros de l'équipe est vraiment à changer. Donc voilà, du côté d'Atlanta. On passe à un autre match. Un match, je trouve, qui a été très intéressant parce que c'est un match entre les New York Red Bulls et Cincinnati. On avait dit à plusieurs reprises que les Red Bulls étaient pour moi, en année de transition. Ils ont remonté un peu la pente à un moment donné. Puis là, on voit que c'est un peu plus difficile. Tandis que du côté de Cincinnati, on remonte la pente. Il y a eu beaucoup d'essais depuis que Cincinnati a rejoint la MLS l'année passée. Mais maintenant, on commence à voir un Cincinnati sous Yapstam être de plus en plus constant. Et bon, même si ce ne sera pas une équipe dominante, mais quand même aller l'emporter au Red Bull Arena directement à New York ou au New Jersey sur le score de 1-0 pour Cincinnati, c'est un excellent résultat. Je vous conseille d'aller voir le but. C'est assez drôle parce que c'est un corner direct de la part de Haris Medunjanin. Tu penses quoi de ces deux équipes-là, Mathieu? Faut pas oublier aussi que Cincinnati, je dis qu'ils font beaucoup d'essais parce que on avait parlé du fait que Adrien Régatin, le Français, avait rejoint l'équipe, mais il y a quelques jours, il a résilié son contrat, donc il fait plus partie de Cincinnati, donc l'expérience n'a pas été concluante. Et puis Cincinnati n'a pas peur de prendre ce genre de décision. Hein. Ils ont vu ça marche pas, ils résilient le contrat. Ils mettent les moyens qu'il faut, je pense, Cincinnati. Et à un moment donné, ça va finir par payer, non? Tu penses pas? J'ai l'impression que la direction actuelle montre un petit peu plus de cohérence par rapport à l'an dernier. C'est vrai que l'an dernier, c'était plus compliqué qu'ils s'attendaient, étant donné qu'ils ont peut-être tablé un peu sur leur succès en division inférieure et la réussite là, qui était quand même assez rapide. Hein? C'est quand même une équipe qui n'existe que depuis 2015. Mais cette saison, je les sens un peu plus cohérents, mais les résultats ne viennent pas tout de suite. Et c'est un peu normal. Mais il y a quand même quelque chose, je pense, un peu plus. Je pense qu'il y a un peu plus de lumière au bout du tunnel qui s'en vient pour eux. Il faut juste être patient. Et tu parlais de la décision de ne pas hésiter à résilier un contrat lorsque ça ne fonctionne pas, mais il faut en même temps souligner que Cincinnati, ce n'est pas le genre d'équipe qui s'engage dans de grosses dépenses et des contrats avec lesquels il pourrait être coincé. Alors, on peut se permettre à risquer quelques expériences, surtout qu'ils en sont à leur deuxième saison, pour voir si ça cadre probablement avec ce qu'ils imaginent vouloir établir comme équipe. Et si ça ne fonctionne pas, eh bien, c'est simple. On peut plus facilement peut-être retirer la pièce, je ne dirais pas défectueuse, mais disons qu'il ne fonctionne pas pour voir ce que ça va fonctionner avec quelqu'un d'autre. Mais ça ne va pas affecter la progression de l'équipe, je pense, en tant que telle. Et l'autre chose aussi qui est encourageante pour Cincinnati, c'est que sur le terrain, on voit que les joueurs ne sont pas... je dirais pas qu'ils sont confiants. Je dirais plutôt qu'ils croient au projet, j'ai l'impression. Ils jouent comme... ils croient à leur chance. Ils croient à la possibilité d'aller chercher des résultats, peu importe l'adversaire en face. Donc, ils ne montrent pas un visage d'intimidation, on ne les voit pas jouer sur les talons trop. Et ça, c'est toujours encourageant. Tu ne veux pas affronter ce genre d'équipe-là qui a l'intention de gagner. Puis, l'adversaire ne doit jamais arriver en pensant que c'est une équipe, c'est pas une super puissance, ils n'ont pas de gros superstars, on devrait pouvoir en venir à bout. Alors, ça, c'est ce qui la rend difficile à affronter à ce moment-là. Mais globalement, c'est ça. C'est une équipe qui progresse petit à petit. Qui sait, ça va peut-être être un peu, je dis un peu, toute proportion gardée, comme la progression de Minnesota. C'est une progression qui se fait étape par étape d'une saison à l'autre. Et là, après ça, ils atteignent les sommets de la conférence de façon constante. Et c'est à ce moment-là qu'on voit un peu le vrai visage de l'équipe, le polissage fini. Mais tout de même, j'aime ce que je vois comme progression. Il y a quelque chose qui se met en place tranquillement et les joueurs semblent y croire et jouent pour gagner. Ils ne jouent pas pour ne pas perdre ou juste pour le résultat. Ça, c'est, effectivement. Ça, pour moi, c'est encourageant. Pour ce qui est maintenant des Red Bull, je vais en glisser un mot. C'est une équipe Avant ça, Mathieu, je veux juste dire un truc sur Cincinnati parce que c'est intéressant. Je veux juste que nos auditeurs soient au courant. On n'est pas en train de dire que Cincinnati est extraordinaire, loin de là. On est juste en train de dire que l'année passée, Cincinnati, c'était un peu le dindon de la farce. C'était un peu l'équipe qu'on négligeait un peu, qu'on était presque sûr qu'ils allaient finir dernier
derniers de la conférence, voire de la MLS. Puis là, ils commencent à lutter. On le voit, par exemple, dans les 6 derniers matchs ou 7 derniers matchs, ils ont quand même une victoire, 3 matchs nuls, 3 défaites. Donc, on est loin d'être vraiment le dindon de la farce qu'on était l'année passée, où on joue contre Cincinnati, à 90%, c'est une victoire. Ce n'est plus le cas maintenant. Il y a une défense assez solide. De temps en temps, elle flanche, mais la plupart du temps, la défense est très difficile à manœuvrer. On l'a vu, un match nul contre DC United, un match nul contre Columbus, un match nul contre Chicago, puis après la victoire contre New York Red Bull. Donc souvent, on finit les matchs avec des clean sheets, ce qui est déjà de bonne base pour construire une équipe. Après, il faut vraiment trouver un moyen de marquer des buts parce que c'est ça leur gros problème. Je te laisse continuer sur les Red Bulls, Mathieu. Oui, mais je vais finir avec Cincinnati parce que tu as dit quelque chose d'intéressant. Lorsque le tournoi MLS is back s'est terminé, ils avaient eu 3 matchs nuls, effectivement, dans les 4 premiers matchs et leur défaite avait été contre Chicago. Mais après, les 2 défaites qui ont précédé enfin leur première victoire contre les Red Bulls, c'était contre Columbus, qui est quand même l'équipe qui trône en tête et que peu d'équipes arrivent à vaincre par les temps qui courent. Et New York City FC, dont on a dit tout à l'heure que l'équipe se relançait quand même plutôt bien. Alors, c'est quand même pas des petits adversaires, mais la défaite contre New York City, c'est 2-1, donc ils ont quand même su tenir la dragée haute. Leur plus gros écart, c'est contre Columbus, mais c'est toute une machine en ce moment, donc Cincinnati n'avait pas nécessairement de complexe par rapport aux résultats. Et cette victoire-là contre les Red Bulls, ironiquement, leur dernière victoire lors de MLS is back, c'était aussi contre les Red Bulls. Ils avaient gagné 2-0 Cincinnati au mois de juillet. Donc, on dirait qu'ils ont le numéro de cette équipe-là en ce moment. Mais bon, du côté des Red Bulls, j'ai l'impression que un peu, je dirais pas que tout est à faire, mais presque. Parce que au moment là, où on se parle, cette équipe-là, malgré une victoire contre DC United, mais bon, DC United, c'est pas un foudre de guerre, ils n'ont pas... et à part contre New York City FC, c'était leur seule victoire après le retour de MLS is back. Cette équipe-là a eu 4 défaites. Si j'inclus celle de Cincinnati, bon, c'est vrai qu'ils ont perdu contre Philadelphie, mais ils ont aussi perdu contre DC United et un match nul contre Nouvelle-Angleterre et une autre défaite contre Philadelphie. Clairement, cette équipe-là, il manque des éléments par rapport à ce qu'ils avaient affiché au cours des dernières saisons où ils étaient souvent parmi les bonnes équipes dans la conférence Est. Il y a quelque chose qui clairement manque à peu près à tous les niveaux, surtout en attaque, je trouve. Ils ne concèdent pas énormément de buts. Mais en attaque, ça ne produit pas. Je veux dire, contre Cincinnati, c'est vrai, 2 tirs cadrés, c'est faible. Et tu as dit que Cincinnati était bon en défense, tout à fait. Mais Cincinnati a dominé la possession aussi. Donc, on voit que du côté des Red Bulls, la façon de jouer en ce moment, on dirait que les joueurs qu'ils ont dans cette équipe, ils y arrivent tout simplement pas. Pour moi, Kaku est en train d'être une fameuse déception en termes de milieu créateur. Et je pense pas que ce soit avec des gars comme Brian White ou Daniel Royer qu'on va terroriser les gardiens adverses, même si ce ne sont pas des vilains joueurs sur papier. Il y a quelque chose qui manque dans cette équipe. Je pourrais pas dire exactement c'est quoi, mais collectivement, il y a vraiment quelque chose là, qui manque. Et c'est pas un hasard s'ils ont changé d'entraîneur. Chris Armas qui a été congédié et remplacé par Bradley Carnell. Mais il va y avoir un gros travail à faire, mais en même temps, c'est aussi peut-être le prix à payer quand tu as autant de jeunes joueurs qui sortent de ton académie et de la synergie Red Bull qui ont permis de maintenir ton équipe à flot pendant une dizaine d'années. À un moment donné, cette production-là, tu peux avoir une génération, tu peux avoir des jeunes qui ne répondent pas toujours aux attentes. Alors, c'est là que la qualité du recrutement pour venir t'aider, même si on recrute aussi des jeunes, devrait pouvoir aider. Mais ça arrive parfois que ça ne fonctionne pas. Il y a des jeunes qui ne se développent pas comme il faudrait. Des fois, la sauce ne lève pas. Alors, il va y avoir un travail à faire du côté des Red Bulls. Mais malheureusement, je pense qu'on en est avec eux là, pour un certain temps là, avec... des performances en deçà de ce qu'ils ont montré au cours des 10 dernières années. Et pour reconstruire, moi, j'ai aucun doute qu'ils vont y parvenir. Je veux dire, c'est une synergie qui fonctionne de ce qu'on peut voir, mais ce ne sera pas pour cette année qu'on va voir les fruits peut-être de la prochaine cuvée de ces jeunes joueurs-là et aussi pour compenser des déceptions comme Kaku dans la formation, entre autres.
Ouais, c'est sûr, il y a beaucoup de manquements dans cet effectif des Red Bulls. On en a parlé, j'en ai parlé longuement lors de la pré-saison, même que j'avais dit qu'ils allaient finir avant-dernier de l'Est. Pour être très, très sincère, je voyais pas les Red Bulls aller très loin cette année. Bon, je dis pas que j'ai la science infuse parce que j'ai complètement raté plusieurs autres prédictions de ce que j'avais dit, mais par contre, dans les Red Bulls, ça sautait aux yeux selon moi. Tu as parlé du changement d'entraîneur. Carnell, c'est effectivement l'entraîneur maintenant, mais c'est un entraîneur intérimaire. On ne sait pas qui va venir à sa place, mais on sent qu'il n'y a pas comme on dit en anglais, de franchise player. Il n'y a pas vraiment ce joueur-là qui va venir et porter l'équipe sur les épaules. Et tu as besoin de ce joueur-là. Et dans chacune des équipes qui est importante, tu as un joueur qui est là et qui va ramener sa qualité. On regarde du côté de Cincinnati, on a des joueurs qui sont capables de prendre ce genre de rôle-là. Locadia, par exemple, en attaque, même s'il n'a pas encore explosé, mais c'est quand même un très bon joueur. On a en défense le Kendall Waston. Du côté des Red Bulls, le partenariat Tim Parker, Aaron Long ne semble plus vraiment marcher. Au milieu de terrain, tu as dit que Kaku est une déception. Le reste, c'est assez bof. En attaque aussi, c'est assez bof. Royer, c'est un très bon lieutenant, mais ce n'est pas non plus le général que tu veux mettre devant et qui va vraiment mener ton attaque. Hein. Ça va être quelqu'un en supplément qui est extraordinaire, mais tout seul, il ne va pas faire grand-chose avec juste des jeunes autour de lui. Donc, il manque 2 joueurs de talent du côté des Red Bulls. Il faut investir, pas juste sur des jeunes joueurs. Ils l'ont fait. Ils ont beaucoup fait ça cette année. Et ça fait des années qu'ils essaient de faire ça en essayant de recruter des joueurs à 2-3 millions en Scandinavie, à droite et à gauche, parce qu'ils veulent les développer et faire vivre leur académie. Oui, d'accord. Mais pas. Avec tout ça, tu dois avoir des joueurs de talent qui sont autour. Comme dans le temps, ils avaient eu des Tim Cahill, l'ex-international australien, ou même des Thierry Henry, l'ex-international français. Donc, tu as besoin de ces stars-là qui viennent. Ou Bradley Wright Phillips, effectivement. Qui pour moi a été longtemps un des ciments de cette équipe, c'est-à-dire un vétéran qui permet de guider un peu les jeunes joueurs. Je pense pas parce que je pense pas que les Red Bulls vont revenir au temps de Thierry Henry où on dépensait beaucoup d'argent pour ce genre de joueurs-là. Mais je suis d'accord qu'il faut quand même un leader dans le 11 ou un vétéran qui trace la voie. Mais tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix de dépenser beaucoup d'argent. Tu n'as pas le choix. Maintenant, de nos jours, la MLS, tu ne peux plus t'en tirer avec un budget de 2 millions. Là. Non, tu ne peux plus. Tu as besoin d'investir dans des joueurs. Tu as raison. Il y a un juste milieu entre dépenser une fortune comme à Miami et effectivement dépenser aussi peu. D'autant plus que les autres formations de la synergie Red Bull, ça dépense un petit peu plus quand même. Mais par contre, il y a tout de même un trait commun. C'est là-dessus que je te rejoins. Quand ça ne fonctionne pas au sein de leurs équipes, il leur manque souvent un vétéran. J'en parlais avec David Lortolari sur le fait que Leipzig n'a pas été capable d'aller chercher le titre devant une équipe comme le Bayern Munich, malgré le fait qu'ils avaient le même nombre de défaites, mais beaucoup de matchs nuls. Il leur manquait aussi la même chose. Il leur manquait 1 ou 2 vétérans qui auraient pu stabiliser les choses et on parle d'une équipe qui fonctionne, imagine. Alors, imagine pour les Red Bull, comme tu dis, qui dépensent à peine 2 millions, qui ne fait confiance qu'à des jeunes, mais qui n'a pas de ciment pour vraiment faire que les choses prennent entre tous ces potentiels-là. Et c'est pour ça que, justement, il y a des vétérans. Même Kaku, je le considère comme un vétéran. Pour moi, c'est une déception. Et Royer, c'est lui qui est le vétéran. Il est rendu à 30 ans. Ça fait un bout qu'il est là, mais c'est pas lui qui par son profil, peut être ce ciment-là que New York a besoin pour se hisser et revenir là où ils étaient. Et en même temps, écoute, perdre quelqu'un comme Tyler Adams sur un transfert, oui, tu récoltes des sous puis tout ça, mais tu remplaces pas un joueur de cette qualité. On en a parlé longuement. On en a parlé longuement avec les McCarthy, avec les Keston, avec Bradley Wright Phillips qui n'ont jamais été remplacés. Puis, arrivé à un moment, on en a parlé longuement dans plusieurs des podcasts ici sur Culture Soccer. C'est que quand tu commences à enlever un peu tes fondations et tes bases, il faut que tu les remplaces. Voilà. Puis, ça n'a jamais été remplacé. Puis, il y a un gros problème là avec les Red Bulls. Mais passons à un autre match. Passons à notre match, Mathieu, parce qu'on a quand même quelques petites choses encore à dire sur plusieurs autres équipes. Non, mais tu avais tout dit, c'est beau. On passe à une autre équipe qui est encore on va dire, en éternelle reconstruction. Pourtant, il y a tout qui se reconstruit dans cette équipe-là, à part le coach qui est là et qui est là pour rester. Ça a l'air Ben Olsen du côté de DC United. DC United vient de faire l'acquisition de Jordi Reyna de chez les
Whitecaps de Vancouver. Une très, très belle acquisition. Puis hier, il jouait face au Toronto FC. On sait, on en parle souvent. Toronto, une des meilleures équipes de MLS, si ce n'est la meilleure de temps en temps. Là, on a vu que DC United a vraiment tenu la baraque, a failli même remporter ce match-là. Finalement, un match final de 2-2. Début de Ola Kamara et Geoffrey Niang du côté de DC United, du côté de Toronto, Alejandro Bozuelo et le jeune Ayo Akinola, la sensation de cette année, il faut dire. Est-ce que tu penses qu'une recrue comme Yordi Reyna peut faire du bien à DC United? Il faut pas oublier que Yordi Reyna, pour moi, c'est un peu le nouveau Emmanuel Boateng, un peu ce genre de dynamiteur-là qui est super rapide, petit de taille, attaquant de poche, comme on l'appelle. Puis bon, Boateng, ça a pas marché à DC United. Là, tu viens recruter quelqu'un qui a à peu près le même profil en Yordi Reyna. Pourquoi ça marcherait avec Reyna et ça a pas marché avec Boateng, selon toi, Mathieu? Ah, ça, c'est toujours le genre de question qu'on se pose, que pourquoi ça fonctionne pas avec des joueurs comme ça, petits et rapides, qui sont explosifs. Mais c'est bizarre à dire, mais les joueurs rapides et explosifs qui ont bien joué en MLS, c'était souvent avec des équipes qui jouaient la contre-attaque, avec des équipes qui essaient de faire le jeu. C'est toujours un petit peu plus compliqué, peut-être parce qu'on joue face à des défenses qui sont plus regroupées. Mais là, je schématise, là, il y a sans doute un paquet de raisons. Après, pour DC United, aller chercher quelqu'un comme Yordi Reyna, est-ce que ça va s'intégrer comme il faut dans leur équipe? C'est possible. C'est pas une acquisition qui coûte une fortune pour DC United. Hein. C'est un peu dans leur... dans leur budget. Là. Quand même, 400 000 de gamme. Voilà. Attends, 400 000 de gamme pour jusqu'à la fin de l'année 2020 avec une option supplémentaire si jamais pour prolonger le contrat. Et si jamais il l'active, il repaye de nouveau un montant indéterminé aux Whitecaps. Et si jamais ils vendent le joueur, il y a une partie de l'argent qui est reçu qui va aux Whitecaps. Donc, c'est quand même un très bon coup de la part des Whitecaps. Puis, c'est pour moi, 400 000 de gamme, c'est pas rien. Hein. C'est un bon montant. Là. Non, je comprends. Puis effectivement, dans la réalité de la MLS, et c'est ça que j'allais dire, 400 000 de gamme, c'est bon à prendre, surtout pour une équipe comme Vancouver, qui, eux, ont d'autres vues pour construire leur équipe. On en a sans doute longuement parlé, connaissant Marc Dos Santos et la direction sportive qui est arrivée là un peu après. Alors que pour DC, ce que je voulais dire, c'est qu'on n'a quand même pas peur de dépenser un certain montant pour aller chercher une certaine qualité, sans nécessairement suivre les traces d'équipes comme Toronto ou Miami ou Atlanta. C'était ça que je voulais dire. Mais ça veut dire aussi, ça c'est important, ça veut dire aussi que des joueurs comme Reyna ou Emmanuel Boateng sont quand même vus comme étant des acquisitions substantielles sans être nécessairement les vedettes d'une équipe. Et que ça reste encore peut-être même parfois des joueurs de banc, mais qui amènent une certaine qualité par justement leur explosivité et leur vitesse. Alors moi, j'espère que ça va fonctionner avec DC United. Dans leur conférence de presse, ils ont dit qu'ils avaient l'œil sur le joueur depuis un bout de temps. Alors moi, j'ai hâte de voir s'il va amener cette qualité-là. Mais avec les Whitecaps, tu as raison. Quand on regarde les saisons précédentes, il n'a jamais été capable de franchir les 10 buts pendant la saison, puis c'est pas faute d'avoir essayé puis d'avoir joué beaucoup de matchs. Il a quand même été partant dans plus de 20 matchs en 2018 et aussi en 2019. Donc, Vancouver lui a fait confiance, mais ça n'a pas donné tous les résultats. Cette saison, avec Vancouver, avant son acquisition, il y avait juste un seul but puis une seule passe décisive en 4 départs et 8 matchs. Donc, Marc Dos Santos ne le voyait probablement plus dans sa soupe. Et lui, son plan, c'est de miser sur des jeunes Canadiens, beaucoup, dont certains sont issus de l'académie. Alors, en se libérant de Reyna, ça rentre aussi dans leur logique pour le futur. Et c'est vrai que ce qu'ils obtiennent en retour, ça va certainement les aider, je suis d'accord. Pour ce qui est des DC United, on va voir si ça fonctionne. Je veux dire, tu as parlé d'Ola Kamara qui a marqué contre Toronto. Ça a fait du bien parce que depuis son arrivée, on voit qu'Ola Kamara, il n'est pas aussi explosif que lorsqu'il joue à Columbus quand même. C'est là qu'on voit que DC, malgré que Ben Olsen est là depuis très longtemps, parfois même, je me demande des fois si s'il n'est pas plus... Il a des secrets, Van Olsen. Je pense qu'il sait, il a des secrets sur les propriétaires de DC United, je pense. Je sais pas, de l'adultère quelque part, je sais pas, j'ai aucune idée. Mais c'est pas normal qu'ils soient encore là, Ben Olsen. Oui, c'est ça. Ce que je cherchais à dire, c'est que peut-être qu'il est là depuis l'époque où le soccer existait à l'âge de pierre, puis lui était encore l'entraîneur. Mais je veux dire, c'était vraiment un miracle. Mais
mais j'arrive toujours pas à savoir exactement ce que DC cherche vraiment à faire. Quand il y avait Wayne Rooney, c'est bizarre, on avait une meilleure idée d'un joueur comme ça qui avait un poids énorme dans la formation par son leadership et par la qualité technique qu'il avait. Ben, c'est sûr que ça transcendait probablement une bonne partie de l'effectif, mais on voit que c'est un effectif qui dépend peut-être encore d'un joueur d'un joueur qui a un talent supérieur et qui soit capable justement de laisser plus haut. Alors que sans ce type de joueur-là, on a l'impression que c'est une équipe qui fonctionne par à-coups. Contre Toronto, ils ont offert une bonne performance, mais après ça, la semaine d'après, ils peuvent jouer contre une équipe peut-être moins bonne que Toronto, puis ils vont décevoir. On ne sait jamais exactement à quoi s'attendre de cette équipe-là. À une certaine époque, on les voyait comme une équipe plus défensive. Là, on dirait que c'est plus tout à fait le cas. Fait qu'on on est un peu dans le flou. On est tellement dans le flou que DC United que je ne sais pas ce que Jordi Reyna va vraiment apporter à cette équipe. Fait que j'ai hâte de voir ce que ça va donner avant de pouvoir porter un jugement définitif. Là. Ben, en tout cas, c'est un bon résultat, le fait d'avoir, même si c'est à domicile, d'avoir tenu le match nul face à Toronto de 2-2. C'est quand même un bon résultat. Toronto aussi, cette saison, ils n'ont pas montré un visage, je dirais, le plus constant. On a vu dans plusieurs matchs, incluant ceux avec Montréal, que c'est une équipe qui pouvait être frustrée, qui avait du mal dans la finition, qui manquait parfois de réalisme et qui avait parfois des trous d'air en défense aussi lorsqu'on savait les exploiter. Et d'ailleurs, c'est contre DC United, ça apparaît un peu. Tu parlais du but de Ola Kamara, il y avait un boulevard devant lui quand il a marqué. Alors, s'il y a un boulevard, c'est que ça renvoie encore une fois dans le dos de la défense. Ils ont tendance à se prendre des ballons, puis DC United en a profité à ce moment-là. C'est un exemple parmi d'autres. Oui, effectivement. Et juste pour un petit truc, je sais que je le dis assez souvent par rapport à Ben Olsen, mais je vais le répéter parce que peut-être qu'on a des nouveaux auditeurs qui sont pas au courant. Ben Olsen, ça fait 10 ans qu'il est l'entraîneur de DC United. Dans les 10 ans où il a été entraîneur, DC United a fait les séries 2 fois. 2 fois les séries pour aller juste en quart de finale dans les séries. Et du côté de la coupe, ils ont gagné une seule coupe, la coupe des États-Unis, la US Open Cup en 2013. Donc, bref, aucune idée qu'est-ce que les dirigeants du United trouvent en Ben Olsen pour lui faire autant confiance. Par contre, je reviens un peu sur ma question initiale. Pourquoi ça marcherait avec Jordi Reyna par rapport à Emmanuel Boateng, qui est pour moi, c'est 2 profils complètement semblables. Déjà, Boateng est un peu sur la pente ascendante. Il n'est pas vraiment en forme. Jordi Reyna a juste 27 ans. Et, malgré le fait qu'il n'a pas beaucoup produit du côté de Vancouver, il faut dire qu'à Vancouver, il y a eu beaucoup de problèmes de créativité pour qu'il puisse marquer autant de buts. Au contraire, c'était un joueur assez important du côté de Vancouver et un danger pour la plupart des défenseurs des équipes adverses. Moi, j'aime bien voir ça. Par contre, est-ce que ça veut dire que DC United va commencer à jouer de plus en plus défensif? On le voit que c'était pas une équipe sous Rooney ou Acosta qui jouait de manière défensive, mais là, on a un Ola Kamara qui joue très bien en profondeur. On a Jordi Reyna qui est très rapide. Donc, ça a l'air que Ben Olsen s'en va vers cette équipe qui joue en contre-attaque et ça pourrait très bien marcher pour Jordi Reyna. Ça pourrait vraiment très, très bien marcher. Mais on verra par rapport à ça. On passe à un autre match qui est aussi très intéressant. Le match entre le Dynamo de Houston et Minnesota United. Un match nul de 2-2 entre ces 2 équipes-là. J'aimerais souligner, c'est extraordinaire ce qui s'est passé parce que Minnesota a marqué 2 buts et à la mi-temps mené 2-0. Puis Houston a pu égaliser et revenir à 2-2. Il faut aussi préciser plusieurs choses. La première chose, c'est que Darwin Quintero, après avoir joué pour Minnesota United, se retrouvait dans l'équipe adverse du côté de Houston Dynamo. Puis c'est lui qui marque le premier but d'un magnifique lob ou un magnifique piqué de la part de Darwin Quintero. Et la deuxième chose, ça fait un bail qu'on voit le Dynamo de Houston jouer sans Albert Ellis. Albert Ellis qui est sur le point de rejoindre Boavista au Portugal. Un excellent joueur hondurien, je lui souhaite vraiment bonne chance. Mais ça va être bizarre de voir le Dynamo de Houston sans Ellis, n'est-ce pas Mathieu?
Oui, ça va être bizarre parce qu'on l'avait vu quand même pendant plusieurs saisons comme étant l'un des attaquants les plus dominants de l'équipe. Donc, est-ce que son absence va se faire ressentir? On verra bien. Tu as parlé de Darwin Quintero. Moi, ça m'a fait sourire aussi cette ironie-là de le voir marquer contre son ancienne équipe et d'entamer la remontée de Houston. Il a même manqué un penalty, hein? Il aurait pu marquer 2 buts et donner la victoire à Houston. Hein? Oui, en plus, j'allais le souligner aussi, il aurait pu faire davantage mal face à son ancienne équipe. Mais bon, ça n'enlève rien au mérite de Houston qui a réussi. Ce qu'on voit parfois en MLS, hein, des équipes qui tirent derrière 2-0, mais qui croient qu'ils peuvent revenir parce que la MLS, c'est ça. Les équipes, moi, là aussi, je vais me répéter souvent, les équipes aiment opter pour de la prise de risque et c'est ce que Houston a fait pour, au retour des vestiaires, être capable de revenir dans le match face à Minnesota, qui est une bonne équipe quand même, là, il faut le dire, et qui viennent d'aller... Ça, on va y revenir plus tard. Qui ont fait une acquisition africaine. Ça, on va y revenir aussi un petit peu plus tard. Mais c'est ça, là. Puis moi, Minnesota, c'était la première fois que j'avais l'occasion. En fait, du moins, je croyais. Parce qu'à un moment donné, des fois, je parle à mémoire quand je suis les matchs. Est-ce que je ne l'ai pas vu avant ou quoi que ce soit? Mais c'était de voir la nouvelle acquisition qui était Reynoso en milieu de terrain de Minnesota. Moi, j'aime bien ce type de joueurs, des milieux créateurs qui ont une vision du jeu. Et Reynoso, on est allé le chercher pour ça à Minnesota. Alors, j'avais hâte de le voir à l'œuvre dans ce match. Alors, ça, c'était une des raisons, une de mes motivations aussi pour de pouvoir le regarder. Parce que moi, Houston, je vais être franc, c'est pas une équipe que j'aime voir plus qu'il ne faut, même si j'aime bien Albert Ellis. Bon, est-ce qu'avec Manotas et Quintero, ce sera suffisant? Il y a aussi Lasseter qu'on a mis là dans le match, puisque tu l'as dit, Ellis n'était pas là. Donc, il fallait voir donc ce que ça donnait. Mais c'était un match donc fertile en rebondissement que j'ai apprécié et que Houston a quand même dominé au niveau de la possession, en particulier en deuxième demi. Ils auraient pu, même avec le pénalty raté, ils auraient pu, sait-on jamais, aller voler les 3 points à Minnesota qui menait pourtant 2-0. Ça aurait probablement, je dirais pas créé un choc, mais ça aurait certainement affecté ça fortement affecté l'équipe, d'autant plus que Minnesota, ça faisait 2 matchs qu'ils n'avaient pas gagné. Ils avaient perdu contre le Sporting et non, un match, excuse-moi. Après 2 victoires, ils avaient perdu contre le Sporting, donc ils voulaient se relancer. Mais là, Houston, avec ce match nul de 2-2, ben là, Minnesota va devoir patienter avant de vouloir chercher sa prochaine victoire. Parce qu'il y a une course dans l'Ouest à finir, dont Minnesota croit en leur chance là, de, qui sait, peut-être finir plus haut au classement. On parlait des Sounders tantôt qui mènent avec 21 points, mais tu as le Sporting avec 20 points, le FC Dallas à 19, puis Minnesota avec 18, avec un match. Et si Minnesota avait eu la victoire, il serait revenu à égalité avec le Sporting. Donc, c'est une course. Puis, il ne faut pas oublier les Timbers qui ont 18 points aussi. Donc, il y a une très grosse course dans l'Ouest. Alors, ce genre de match-là, alors que le Dynamo est en dessous de la ligne rouge, malgré qu'ils aient 15 points, donc c'est pas une vilaine équipe non plus. Ça s'annonce très, 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 très serré. Alors, pour Minnesota, c'est 2 points de perdus. Puis ils auraient même pu en perdre 3. Alors, il y a encore du travail à faire. On va espérer, puisque je sais que tu vas en parler, que leur nouvelle acquisition va les aider à faire la différence pour grimper au classement. Effectivement, en parlant de la nouvelle acquisition, on va y aller très rapidement sur la nouvelle acquisition. Kei Kamara, du Sierra Leone, le 5e meilleur buteur de l'histoire de la MLS, qui a maintenant 36 ans et qui n'arrête pas parce que c'est pas un joueur qui joue beaucoup sur la profondeur. Au contraire, c'est un joueur qui joue beaucoup sur la technique. Donc, quel que soit l'âge qu'il a, il va continuer à marquer des buts. Il en a déjà marqué 2 avec Colorado. Minnesota est venu et a recruté ce joueur-là pour 150 000 $ en gamme, donc en argent d'allocation générale. Ça va être quand même, et un tour de draft aussi. C'est quand même cher payé pour un joueur de 36 ans. Par contre, c'est le genre de joueur dont Minnesota a besoin, un attaquant qui va empiler les buts avec toute la création la créativité que Minnesota a au sein de son équipe. Ça va être quand même assez intéressant. Et en plus, Kamara aura la chance, si jamais il veut, si jamais il peut, en marquant 6 buts, de devenir le 3e meilleur buteur de l'histoire de la MLS, ce qui est vraiment pas anodin du tout. Donc voilà, du côté de Minnesota, je sais pas si tu veux dire un tout petit mot dessus, parce qu'on a d'autres choses à dire aussi, Mathieu. Ouais, mais très vite, c'est parce que j'ai vu que tu t'es corrigé, mais tu as parlé de petit. Mais Kamara aime au contraire le jeu physique et le jeu de tête. C'est un élément de plus qu'il va apporter malgré qu'il a 36 ans
à Minnesota. Et quelqu'un comme Reynoso va peut-être aimer l'avoir devant lui pour lui filer des ballons de qualité. C'est très, très intéressant. Puis très vite, ça veut dire aussi que Colorado tourne une page en l'échangeant et ils vont se tourner vers des joueurs plus jeunes. Entre autres, leur sensation, Diego Rubio et aussi Sinia Chiki, ce jeune homme là, qu'on a vu lors d'une victoire de Colorado la semaine dernière. On en a parlé avec Anthony, qui est rentré et qui a marqué un gros but. En tout cas, ils n'ont pas du tout ressenti l'absence de Kei Kamara à Colorado puisqu'ils se sont imposés sur le terrain de LA Galaxy en gagnant 2-0 hier. Un très beau match que j'ai eu la chance de voir aussi. Vraiment très, très beau match. Et je pense que Colorado a vraiment dominé cette équipe du Galaxy et même que, arrivé un moment, je pense qu'ils étaient tellement agacés, les joueurs du Galaxy, qu'ils ont reçu un carton rouge avec Arojo, avec une réaction quand même assez stupide pour avoir son deuxième jaune. Bref, quand même une belle victoire de la part du Colorado. Vraiment une très, très belle victoire. Mais passons au match qui est aussi très intéressant. En fait, il y en a deux encore sur lesquels je veux parler assez rapidement. Le premier, c'est la victoire du FC Dallas au Sporting Kansas City, qui était premier dans l'Ouest et qui semble un peu tirer de la patte dernièrement, le Sporting Kansas City. Mais surtout, le FC Dallas, malgré la perte de son attaquant de pointe, Ondrasek, qui a quitté le club, se retrouve avec un excellent Franco Jara, J-A-R-A, j'ai du mal à prononcer son nom de famille, qui a marqué, lui, 2 buts, qui vient aussi du Mexique. Une victoire 3-2, très, très belle victoire pour le FC Dallas, qui se replace très, très bien dans la course aux séries, même en très bonne position pour finir dans les premières places, qui se replace en 3e place à la conférence Ouest. Est-ce que tu penses que Dallas a l'étoffe et a ce qu'il faut pour garder ce genre de classement-là et être dans les meilleures équipes dans l'Ouest, Mathieu? En tout cas, depuis la fin du tournoi MLS is back, Dallas, c'est une équipe, là, c'est 3 victoires de suite récemment. Et 4 victoires en 6 matchs. Ils sont plus forts, même en 7 matchs, je pense. Donc, ils ont perdu qu'une fois. Alors, c'est une équipe qui pour l'instant, est au meilleur de sa forme. Est-ce que ça va durer? Il faudra voir. J'étais moi-même surpris qu'ils aient... Bon, c'est vrai que dans la MLS, ce genre de choses peut arriver, mais j'étais quand même surpris qu'ils aient laissé partir, comme tu as dit, l'attaquant Ondrasek qui est parti pour le Victoria Pilsen, qui joue en première division tchèque. Revenu chez lui. Oui, c'est ça. C'est un joueur, 2 fois que Montréal a croisé sa route, il aura fait mal à Montréal les 2 fois. Alors, il y en a certains qui ne vont pas s'en plaindre de son départ. Je dis ça avec un petit sourire aux lèvres. Mais Dallas, c'est une équipe, même depuis qu'Oscar Pareja n'est plus là, la nouvelle direction, je dis la nouvelle direction entre guillemets, continue son travail qui avait déjà été entamé à l'époque où Pareja et l'ancienne direction étaient là. Il y a... un flair pour le recrutement, une confiance pour des jeunes joueurs de l'académie là aussi. Et c'est une équipe qui affiche une identité claire dans le jeu depuis plusieurs années. Cette saison, c'est encore le cas. Mais ça ne les empêche pas d'aller chercher quand même d'autres joueurs de qualité à l'extérieur. On pense à Fafa Picault de Philadelphie, entre autres. Ils disaient ça de se donner une profondeur de banc aussi. Et ils espèrent avoir une équipe assez complète pour pouvoir rivaliser contre leurs adversaires dans l'Ouest parce que, encore une fois, je le répète, c'est très serré dans cette conférence. Ouais, on va revenir sur le classement un peu plus tard, Mathieu. On reviendra sur le classement. Mais ce que j'aime bien un peu Dallas, je pense qu'ils devraient je pense que les Red Bulls devraient apprendre de la part de Dallas parce que, non, mais c'est un peu le même modèle, de jouer sur une académie forte et de les entourer avec des joueurs de qualité, d'expérience et des vétérans qui font du sens. Tu regardes du côté de Dallas, tu as ce qu'il faut en matière d'expérience. Tu as les Matt Hedges, les Reto Ziegler, les Ryan Hollingshead. Je vais pas tous les nommer, mais il y en a plusieurs des joueurs d'expérience qui sont là pour encadrer ces petits jeunes-là et ils n'ont pas peur d'aller recruter des joueurs d'expérience aussi étrangers comme Franco Jara, l'Argentin de 32 ans. C'est quand même... Il faut pas avoir peur de le faire, même si jamais tu veux construire ton équipe sur des jeunes, il te faut ces expériences et ces joueurs d'expérience de très très bonne qualité, bien au-dessus de la moyenne, comme des Franco Jara, ou bien le Andrés Ricaurte, le milieu colombien. On en a parlé, vous en avez parlé la semaine passée, qui a marqué un super beau but pour son premier match en MLS. Donc bref, je pense que c'est un modèle à suivre pour
pour les Red Bulls. Avant, on disait à tout le monde que, oui, suivez les Red Bulls, c'est magnifique ce qu'ils font. Ben, maintenant, les Red Bulls, ils ont besoin de se réinventer un peu, puis peut-être suivre un modèle comme Dallas, ce serait une bonne chose, n'est-ce pas, Mathieu? Je sais pas si tu as un petit mot à ajouter dessus. Oui, je suis d'accord. Mais ça complète ce que je disais aussi un petit peu sur Dallas. Ils ont même recruté pour se donner des joueurs de banc. Parce que tu t'imagines que dans la formation de départ contre le Sporting, des gars comme Brian Acosta et Michael Barrios étaient sur le banc. Et ils compétitionnaient contre le Sporting. Mais c'est parce qu'ils ont été chercher des joueurs comme Fafa Picault. Ils ont des Santiago Mosquera qui a connu un très fort match un peu plus récemment. Tu as parlé de Franco Ara à l'attaque. Mais tu as des Ricardo Pepi aussi qui étaient sur le banc aussi dans ce match. Mais ce sont des jeunes, mais ils ont montré des belles choses. Alors, en quelque part, non seulement on a un noyau, mais on a aussi des joueurs. Parce que je parle de Barrios, c'est pas même si c'est pas un vieux de la vieille. Il a 29 ans, mais c'est quelqu'un qui est identifié avec l'équipe depuis plusieurs saisons puis qui continue de délivrer des passes. Et on se permet le luxe de le mettre sur le banc dans un match contre le Sporting. Et le FC Dallas, malgré que le Sporting avait bien démarré, mais ils ont produit. Et à un moment donné, Acosta et Barrios sont rentrés sur le terrain puis ont fait la différence en fin de match. Une erreur de Graham Zusi là, à la 86e minute qui a coûté cher finalement pour le Sporting. Mais je ne suis pas inquiet pour le Sporting en tant que tel. C'est juste que on avait un affrontement entre deux équipes compétitives et ça a donné un beau spectacle avec beaucoup de buts. Et même quand c'était à 0-0, les deux équipes attaquaient le filet. Et moi, c'est ce que j'aime souvent voir dans ces matchs-là. Alors, le Sporting a peut-être globalement dominé au niveau des statistiques, mais Dallas, c'est ce que j'aime, c'est qu'ils ont de plus en plus... ils affichent une équipe plus complète. Ils peuvent être bons en possession comme ils peuvent être bons dans le contre. C'est une équipe qui offre un visage, je trouve, par rapport à lorsque ça a commencé sur Oscar Pereira. On a un visage de moins en moins unidimensionnel. On a un visage plus varié avec des profils très différents, mais qui se complètent tous très bien l'un de l'autre. Alors, c'est juste pour ça, ce travail-là en amont, les Red Bulls devraient effectivement en tirer exemple. Parce que quand on pense que Dallas a été dominé dans la possession et n'ont pas connu ils n'ont pas connu des phases où ils ont vraiment dominé le jeu peut-être à leur compte. Même au niveau des duels, le Sporting a eu le dessus sur eux, mais ils sont capables d'être très, très, très efficaces. Ils ont 9 tirs cadrés sur 13 tirs tentés. Alors, quand tu parles d'efficacité pour Dallas, c'est ça. On capitalise sur nos chances puis on s'assure de bien cibler nos coups lorsque c'est le temps de frapper. Et c'est souvent comme ça qu'ils font la différence. Puis dans un autre match, ils vont montrer de la domination, ils vont contrôler le terrain par rapport à un autre adversaire. Alors, il va falloir les surveiller de près d'ici la fin de la saison. Ça va être une équipe extrêmement difficile à affronter, peu importe l'adversaire qui va avoir en face. Et moi, j'aime ce que je souhaite cette équipe. Comme d'habitude, Dallas, c'est toujours une équipe très difficile à manœuvrer. On sent tout le temps que ce serait une équipe qui... beaucoup de personnes pensent... Moi, sincèrement, je considère Dallas toujours une très, très bonne équipe. La preuve, en début de saison, j'avais dit qu'ils finiraient 5e dans l'Ouest. Mais c'est une équipe que... il faut jamais mettre de côté parce que c'est une équipe qui va toujours trouver un moyen de rebondir grâce à son académie et grâce au magnifique recrutement qu'ils font. Parce qu'ils ramènent toujours des joueurs pas trop chers, mais ils ramènent des joueurs qui viennent et qui complètent cet effectif-là ou qui amènent un plus à cet effectif-là, ce que les Red Bulls ne font plus depuis très longtemps. Mais passons au classement parce que c'est quelque chose de très intéressant. On va parler du classement rapidement, Mathieu, pour conclure un peu ce podcast-là. Du côté de l'Est, donc on sait qu'il y a 10 équipes qui vont se qualifier pour les playoffs du côté de l'Est et juste 8 équipes qui vont se qualifier du côté de l'Ouest. C'est une saison spéciale à cause de la COVID, mais on a Columbus premier, Orlando et Toronto deuxième avec 22 points. Juste après, on a Philadelphie, New York City FC, l'Impact de Montréal, New England, New York, Nashville et Cincinnati, les 10 premières. Juste derrière Cincinnati, à 1 point derrière, on a 3 équipes qui luttent encore pour ces dernières places. Inter Miami, Atlanta, DC United avec 11 points toutes les 3. Puis le Chicago Fire avec 9 points. Donc rien n'est joué, il n'y a personne qui est éliminé encore vu qu'il y a 10 équipes à se qualifier. Et du côté de l'Ouest, on a Seattle premier, Kansas City deuxième, Dallas, Minnesota, Portland, Colorado, Vancouver et Galaxy.
en dessous de la ligne, et tenez-vous bien, en dessous de la ligne de qualification pour les playoffs, on a le LAFC qui a juste 15 points en 12 matchs. Par contre, si on regarde du côté de l'Ouest, entre le premier de l'Ouest et le dernier de l'Ouest, les Earthquakes de San Jose qui encore ont eu une grosse défaite hier de 6-1 face à Portland, il y a juste 10 points entre le premier et le 12e, tandis du côté de l'Est, l'écart est beaucoup plus gros parce qu'entre le premier, Columbus qui a 27 points, et le dernier, Chicago Fire, il y a 18 points, ce qui est déjà énorme de ce point de vue-là. Deux classements complètement différents d'une conférence à une autre. Mathieu, est-ce que, à part LAFC, qui est vraiment un peu la grosse surprise du côté de l'Ouest, qui se retrouve juste 9e en Ouest sur 12, est-ce qu'il y a une équipe, c'est sûr, on a parlé d'Atlanta aussi, qui est assez surprenant de les voir 12e. Mais est-ce qu'il y a une équipe qui t'impressionne, que ce soit de manière positive ou négative, Mathieu? Je vais en choisir un de façon, d'abord au niveau positif. Columbus, moi, ce qui m'impressionne, c'est qu'ils ont donné que 4 buts en 12 matchs. 4 buts concédés et ils ont une machine à l'attaque tout bonnement incroyable. C'est l'équipe, celle a 27 points et qu'elle est si difficile à affronter. Moi, cette équipe, vraiment, ça m'impressionne. J'arrive pas à croire que les acquisitions qu'ils ont faites dans l'entre-saison aient réussi à vraiment hisser cette équipe à un sommet aussi fort. Alors, effectivement, ça peut être cyclique. Il pourrait connaître un passage à vide à un moment donné, mais pour l'instant, moi, quand je vois une équipe qui ne concède que 4 buts en 12 matchs à ses adversaires, en plus d'avoir une attaque dévastatrice, moi, ça m'impressionne grandement. Et un bon mot aussi pour Nashville, qui quand même, ils ont moins 4 comme différentiel, mais ils ont quand même 3 victoires, 5 défaites et 3 matchs nuls. Ils sont pas faciles à affronter non plus. Pour une équipe d'expansion qui sont pas arrivés avec les mêmes moyens que l'Inter Miami, je suis quand même épaté. Puis ils sont au-dessus de la ligne rouge au moment où on se parle. On va leur souhaiter, ainsi que pour notre ami Anthony, que ça reste le cas. Moi, ma déception, il faut qu'on parle d'Earthquakes rapidement. Tu as souligné cette défaite cuisante contre Portland, 6-1. Ils croyaient avoir resserré les boulons après le massacre qu'ils avaient subi 7-1. Il y a tout cela quelques jours, malheureusement, et c'était contre Seattle. Ils avaient fait un match nul contre le LA Galaxy 0-0 et 1-1 contre les mêmes Timbers en croyant avoir resserré les boulons puis se relancer. Mais là, Portland leur a donné une autre leçon. Je ne sais pas à quel point le départ d'un joueur comme Eriksson a fait mal ou si le style de Almeida se retourne vraiment contre lui. Mais vraiment, je ne m'attendais pas à ça de la part de cette équipe au point que maintenant, elle a un différentiel de moins 16. C'est le pire de la MLS au moment où on se parle, à cause de ces 2 matchs-là, bien sûr, mais qu'elle n'ait que 2 victoires au compteur et qu'elle semble incapable d'aller chercher des résultats, alors qu'on était encouragé par leur performance l'an dernier avec l'arrivée de cet entraîneur-là. Déjà cette année, après le MLS is back, où ils se sont qualifiés jusqu'en quart de finale, ils avaient fait bonne impression, mais si tu regardes un peu San Jose, c'est vraiment bizarre, mais San Jose n'a plus remporté de match depuis les 16e de finale en MLS is back. Ce qui est vraiment décevant depuis le tournoi MLS is back pour les Earthquakes de San Jose, c'est qu'on n'a pas été capable de gagner un seul match, alors qu'ils avaient montré un si beau portrait, un si beau visage pendant le tournoi. On était encouragés par leur performance. Puis, tu te souviens, toi et moi, on en avait parlé pendant tes podcasts qui portaient sur le tournoi. On avait parlé des Earthquakes, on avait parlé de leur performance. Mais je ne sais pas, est-ce que c'est vraiment le départ d'Eriksson qui a fait mal à ce point ou est-ce que les adversaires arrivent à contourner cette défense homme pour homme que Almeida met en place vaille que vaille? Est-ce que l'énergie demandée aux joueurs, est-ce qu'ils ont tout brûlé pendant le tournoi de la MLS? C'est vraiment difficile à dire, mais moi, je suis vraiment, vraiment surpris de les voir comme ça au fin fond du classement alors que l'an passé, ils avaient montré quand même une très belle progression par rapport à la médiocrité que cette équipe-là affichait au cours des saisons précédentes. Alors moi, je suis vraiment surpris de les voir comme ça, aussi bas, que ce soit au niveau de leur performance, mais aussi de ce qu'ils affichent et des branlés, excuse-moi l'expression, des branlés qu'ils se prennent contre des adversaires comme Seattle ou Portland. Non, sérieux, là, moi, ça me coupe bras et jambes de les voir comme ça. J'espère que ça va se relancer, mais qui sait, peut-être que ça sera sans Almeida. Hein, ça serait triste, mais bon. Oui, effectivement, ça va être très, très, très bizarre. En tout cas, j'ai du mal à voir encore Almeida rester là. Après, bon, on sait que San Jose reviennent de loin avant Almeida, mais là, on sent qu'il y a une régression
pure et nette maintenant sur les derniers matchs. On passe d'un match nul 0-0 à LA Galaxy pour une grosse défaite après à Portland. Bref, très dangereux pour Mathias Almeida, qui est très très proche de perdre son poste selon moi. Par contre, une dernière chose que j'ai besoin de souligner, étant toi et moi, étant tous les deux des Canadiens, écoute, si jamais les séries commençaient aujourd'hui, on aurait pour une première fois depuis des millénaires, ou peut-être une première fois à vie, les 3 équipes canadiennes qualifiées pour les playoffs. Ce serait quand même magnifique parce que Vancouver est dans la course et 7e maintenant dans l'Ouest. Montréal est 6e dans l'Est et Toronto est 3e dans l'Est. Donc, ce serait quand même magnifique pour le Canada de voir 3 équipes qualifiées sur les 18. Moi, je serais très content, n'est-ce pas, Mathieu? Oui, même si je connais certains partisans de Montréal qui aimeraient que Toronto ne fasse pas les séries, mais bon, ça je ferme la parenthèse. C'est autre chose. C'est autre chose. Mais ça serait en effet peut-être, je ne sais pas si ça serait une première, mais ça serait quand même très, très intéressant. Mais bon, Toronto, on connaît leur force, pas juste financière, mais aussi au niveau de l'effectif globalement. Ils ont des bases solides. C'est ce qui explique qu'ils sont encore au sommet parmi les clubs de la MLS cette année. Mais pour Montréal et Vancouver, ce sont 2 projets en construction, peut-être pas à la même étape, peut-être pas dans la même orientation, mais ce sont 2 projets en construction. Et mine de rien, même s'ils en sont, Montréal, c'est une première saison avec un directeur sportif et avec un nouvel entraîneur de Thierry Henry, alors que Vancouver, c'est leur 2e sous Marc Dos Santos. Et ils ont eu toutes sortes de problèmes cette année en plus, avec des joueurs absents pendant le tournoi MLS Back. Et on voit que c'est pas toujours goupillé au niveau de ce que Dos Santos aimerait peut-être avoir de son équipe, mais arrive à soutirer quelque chose. Et donc, les résultats sont venus avec. C'est une équipe qui semble réagir et surtout jouer dans l'adversité, à montrer un visage, je dirais pas étonnant, mais en tout cas plus qualitatif lorsqu'ils sont dans l'adversité, voilà, et ça leur permet d'obtenir des résultats intéressants, même s'il y a encore pas mal de pièces à mettre en place, il y a encore beaucoup de travail à faire de ce côté-là, mais ça prouve que Dos Santos, il est selon moi l'entraîneur de la situation, et j'espère que la direction de Vancouver continuera d'être patiente avec lui. Et pour Montréal, pour une première saison, au niveau de la construction, on a vu, toi et moi, des indications que ça prend le chemin lentement mais sûrement, et on arrive à obtenir des résultats là aussi. On a commencé à avoir des joueurs, avec des nouveaux joueurs qui sont arrivés, qui offrent quelque chose, qui amènent quelque chose à l'équipe, qui donnent un plus et qui indiquent clairement vers où Olivier Renard et Thierry Henry veulent aller. Et c'est ça qui est bien, c'est que ces premières pierres à l'édifice donnent des résultats même de façon plus qu'espérée. Et dans un circuit comme la MLS, avec des équipes qui parfois régressent, d'autres qui se stabilisent et d'autres qui progressent, à un moment donné, tu finis par trouver ta voie puis à te positionner au classement. Alors, c'est pour ça que moi, je suis pas négatif pour l'impact de Montréal, ni trop positif non plus. Là. On va garder la tête froide. Mais c'est intéressant. J'aime ce que je vois de ce côté-là, de la part de nos équipes canadiennes là, en ce moment, par rapport à ce qu'ils affichent, parce qu'il ne faut pas oublier, là, Montréal et Vancouver étaient dans la médiocrité pas plus tard qu'il n'y a pas longtemps. Alors, les voir comme ça, Montréal 6e dans l'Est et Vancouver 7e dans l'Est, et avec des 15 points pour Vancouver, 16 pour Montréal. Et alors que quand tu vois les équipes au sommet, à part Columbus qui a pris le large, ça tourne autour de 21-22 points au sein des équipes dominantes. C'est impressionnant quand même, il faut le souligner. Oui, on va peut-être perdre d'autres matchs d'un côté comme de l'autre pour Montréal et Vancouver, dépendamment des adversaires et avec la nouvelle structure du calendrier qui s'en vient. Mais il y a des fondations qui sont mises en place dans ces équipes-là. Puis j'espère que ça va bien aller pour la suite et que ça ne finisse pas comme les Earthquakes, malheureusement. En tout cas, je l'espère pas. D'accord, en tout cas, on verra, c'est sûr, on va continuer à suivre tous les résultats de la MLS comme d'habitude. C'est ça qui va clôturer notre podcast sur la MLS ici, le podcast de Culture Soccer. Merci à vous tous de nous avoir écoutés encore une fois et à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Culture Soccer. Culture Soccer.